Deuxième conférence, donc Philippe Epritikine, qui est, alors je vous présente, mais on ne se connaît pas, mais vous me reprenez si je dis des, des erreurs, chargé de mission à la GFIP et avec une longue expérience, 25 ans, je lis, autour des thématiques du handicap. Voilà. Donc votre communication s'appelle l'action de la GFIP en matière d'orientation des personnes en situation de handicap. Donc je vous laisse la parole et comme la précédente, 20-25 minutes d'exposé et ensuite une ou deux questions du public. Merci messieurs. Ok, merci à vous tous. Alors, j'ai pas 25 ans d'expérience dans le domaine du handicap, mais dans tout ce qui est l'écosystème emploi, insertion, formation, et une bonne dizaine d'années sur le champ du handicap. Mais voilà, c'était juste une petite précision. Alors en fait, mon intervention va être assez comment dirais-je, assez pragmatique, puisque l'idée c'est effectivement de préciser et de présenter en quoi la GFIP intervient en matière d'orientation des personnes en situation de handicap, que l'on précisera comme étant majoritairement des personnes actives, puisque l'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées est un organisme paritaire français institué par la loi de 87 pour favoriser effectivement l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé, puisque pour ce qui concerne les 5 fonctions publiques, en l'occurrence, c'est le pendant qui s'appelle le FIP, en sachant que beaucoup d'offres de services et d'intervention sont communes, mais n'ont pas effectivement la même source financière. Donc en fait, la GFIP est partenaire de la politique de l'emploi menée par les pouvoirs publics, et aujourd'hui un acteur central de l'emploi des personnes handicapées. Une mission de service public qui s'inscrit dans le cadre d'une convention signée avec l'État, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un service de l'État, mais nous avons bien à mettre en œuvre la politique de l'État en matière d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, la GFIP gère les contributions financières versées par les entreprises privées de 20 salariés et plus soumises à l'obligation d'emploi. Alors, je le disais un peu en préambule, on n'intervient pas sur les personnes handicapées scolaires ou étudiantes, mais par contre, effectivement, ce qui est à la marge, on intervient sur les alternants, et c'est notamment le cas de beaucoup de master 1, master 2, ou pour lesquels effectivement on aura à intervenir. Alors, on a au fil du temps, puisque nous sommes créés en 87, un certain nombre de précisions de nos champs d'intervention. La première a été effectivement la loi de 2005 qui a été citée dans la présentation précédente, qui avait effectivement pour enjeu notamment de rendre, entre guillemets, obligatoire autant que faire se peut, la scolarisation en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap. Alors, et puis on a eu la loi de 2018 sur la liberté de choix en matière d'avenir professionnel, qui a clairement précisé les contours de l'intervention de la GFIP en matière d'orientation et de formation. Et à ce titre, elle officialise le fait que la GFIP siège ou est membre du service public régional de l'orientation. Alors, effectivement, dans ses prérogatives, c'est-à-dire sur tout ce qui est orientation ou réorientation pour les actifs. En général, en matière de formation et d'orientation, mais pas que, puisqu'on est aussi sur le service aux entreprises et le développement éco, les régions AGFIP conventionnent pour la plupart avec les régions sur ce prisme-là. Alors, je vais rapidement vous présenter, vous présenter en fait l'offre de service et les principales aides qui concernent les demandeurs d'emploi et les salariés dans les domaines évidemment formation, orientation, accompagnement
du parcours. Voilà. Donc l'offre de services et les aides financières de la GFIP ont pour objectif global de sécuriser les parcours des personnes handicapées et visent prioritairement à compenser le handicap dans l'emploi ou dans le parcours d'insertion. Elle propose aux personnes handicapées et aux entreprises privées de bénéficier d'aides financières et d'accompagnement dans leurs projets. Alors, les aides financières de la GFIP viennent toujours en complément des aides de droit commun. Alors, on parle toujours l'opposition, le spécifique et le droit commun. En tout cas, un certain nombre d'autres acteurs ont toute légitimité pour financer tout ou partie des besoins de compensation. Nous intervenons effectivement sur on va dire le reste à charge. Donc, et ces aides de compensation, elles sont liées principalement au financement des surcoûts, que ce soit dans l'inclusion dans l'emploi, mais aussi dans les démarches de préparation et de maintien et d'évolution dans l'emploi. À ce titre, je pourrais citer un exemple qui concerne le droit à la formation continue, puisque pour les personnes en situation de handicap, la GFIP abonde le CPF notamment. Nous avons aussi un accompagnement apporté aux personnes et aux entreprises qui peut être réalisé en fonction évidemment des publics et des besoins. Et pour cela, elle le fait soit elle-même, soit elle s'appuie sur des partenaires ou des prestataires spécialisés, puisque nous n'avons pas en interne d'experts sur des typologies spécifiques de handicap. On a des ressources, évidemment. On a parfois aussi lancé des travaux de recherche, mais dans tous les cas de figure, les collègues en interne ne sont pas des experts d'une nature de handicap. Alors, les aides et services se répartissent autour de plusieurs axes. Alors, on a des solutions pour construire le projet professionnel et c'est là où, effectivement, nous aurons la notion d'orientation et de formation qui sera effectivement comprise. Et pour cela, pour l'accompagnement, il y a, alors, c'est tout un catalogue d'aides et de services, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est plus sur l'objectif de ces aides et de ces accompagnements. Donc, il y a l'appui et l'accompagnement des Cap Emploi, le conseil et les accompagnements à la création d'entreprises, puisque nous avons aussi cet axe-là, en complémentarité des réseaux classiques d'accompagnement à la création d'entreprises. Tout un volet de prestations d'appui spécifiques, par nature de handicap principalement, y compris les handicaps invisibles et handicap psy. Un dispositif qui a été impulsé par l'État qui s'appelle l'emploi accompagné. Alors c'est vrai que ça s'appelle emploi, mais ça comprend aussi les étapes pour accéder à l'emploi qui peuvent prendre la forme de prestations de validation de projet, d'orientation et de formation complémentaire. Des accompagnements sur d'analyse de capacité au regard du handicap. Et ça, c'est très utile, effectivement, quand on se projette sur un projet d'emploi. Un dispositif spécifique de maintien et des prestations spécifiques d'orientation professionnelle. Alors, ce qu'elles ont de spécifique en général, c'est qu'elles ont évidemment le respect de l'ingénierie des prestations d'orientation, mais elles intègrent effectivement la lecture des compensations ou des situations liées aux conséquences du handicap dans la validation du projet. Nous avons aussi dans cela toute une partie aide financière avec des prestations adaptées à chaque étape du parcours de sécurisation. Et ces aides sont à la fois une aide incitative à entrer dans une démarche de parcours d'insertion, mais aussi des aides techniques, des aides humaines à la compensation, des aides au déplacement. Et on a aussi, puisque précédemment était cité le cas de sourds ou malentendants, des aides aux prothèses auditives. Il y a
au-delà de solutions pour construire le projet professionnel, des solutions pour se former. Alors, je vais peut-être passer un peu plus rapidement, mais c'est des solutions d'accompagnement avec un double volet d'intervention, c'est-à-dire soit une aide directe aux personnes pour fluidifier et favoriser leur parcours de formation, mais aussi une démarche qui est animée sur les différents territoires par les ressources handicap formation, dont la vocation est de permettre aux référents handicap dans les organismes de formation, les CFA, de se professionnaliser, d'avoir des ressources et de pouvoir bénéficier pour une personne en formation d'une analyse des besoins de compensation et d'adaptation pédagogique du produit, on va dire, de formation. Là encore, on a des prestations d'analyse de capacité et un dispositif qui s'appelle Inclus Pro Formation, qui est une prestation complémentaire aux différentes prestations que Pôle emploi ou l'État peut mettre en place, mais qui, là, a la spécificité de tenir compte de tout ce qui va être besoin de compensation et conséquences du handicap. Il y a aussi toute une kyrielle d'aides financières qui sont principalement des aides techniques et humaines, justement pour permettre l'accès à la formation, alors qu'on qualifiera de droit commun, puisque depuis 2018, la GFIP n'a plus vocation à financer de la formation. Elle ne fait qu'accompagner les surcoûts liés à l'ingénierie pédagogique et les besoins techniques pour suivre une action de formation. Il y a enfin des solutions pour conserver l'emploi. Et quand on dit conserver l'emploi, on est sur des prestations d'accompagnement qui sont réalisées par les Cap Emploi, des prestations d'appui spécifiques, toujours le dispositif emploi accompagné qui concerne à la fois les demandeurs d'emploi, mais aussi les salariés, et des prestations spécifiques d'orientation professionnelle qui seront là, pour le coup, très axées sur la prise en compte de l'expérience antérieure pour valider un projet professionnel de reconversion, puisque quand on est dans une situation de maintien dans l'emploi, ça veut dire qu'on cherche une solution d'abord en interne sur un autre poste pour éviter d'être licencié pour une aptitude, et sinon une solution à l'externe, et cela passe nécessairement ou parfois par déjà la reconnaissance des compétences acquises antérieurement, mais aussi l'identification des besoins de complément de formation pour pouvoir avoir une insertion sur un nouveau poste ou une nouvelle fonction. Alors, une fois cela présenté, et au regard de la thématique de notre après-midi, on peut dire que depuis la loi de 2005, effectivement, l'inclusion en milieu scolaire ordinaire des jeunes handicapés est donc devenue la règle. Cette obligation ou cette règle, en tout cas, a eu du mal à se mettre en place, et malgré un nombre important de jeunes scolarisés, jeunes ou jeunes adultes d'ailleurs scolarisés, certes depuis grandement augmenté, mais il est encore loin d'assurer, en tout cas, un même niveau d'acquisition de connaissances et de compétences pour l'ensemble des jeunes en situation de handicap. Et c'est pour ça que il y a encore beaucoup de jeunes qui sortent du système scolaire sans avoir acquis un niveau de compétences qui soit cohérent avec les besoins du marché du travail, soit cohérent avec leur capacité, en tout cas fonctionnelle, au regard du handicap et du poste visé, et certains même étant sans aucune qualification ou obtention de titre ou de diplôme.
Et du coup, nous avons de jeunes actifs pour lesquels effectivement un travail d'accompagnement à l'insertion professionnelle et donc d'orientation sur les possibilités du marché du travail, alors en proximité de là où ils sont et en tout cas en cohérence avec leur avec le territoire et le secteur d'activité visé. Et nous, du coup, à la GFIP, nous intervenons sur ces profils-là avec effectivement une difficulté, entre guillemets, supplémentaire, c'est-à-dire devoir retravailler un projet et donc une orientation professionnelle qui, parfois, ne convient pas aux personnes puisqu'elles ne s'étaient pas projetées, en tout cas, vers cette difficulté est projetée sur une insertion professionnelle dans un secteur visé, en proximité. Ça réinterroge aussi en matière de politique publique d'emploi les stratégies adéquationnistes entre formation disponible et effectivement besoin de main-d'œuvre et de compétences sur le marché du travail. Ce que je voulais aussi évoquer, c'est que on a constaté après plusieurs études, et en tout cas Pôle emploi le confirme également, il y a une forme de censure ou en tout cas de difficulté à élargir le spectre du possible en matière d'emploi et ou de formation pour les personnes en situation de handicap, qui n'est pas d'ailleurs toujours lié que à la personne ou à son référent accompagnant, mais qui peut être aussi les représentations que tout à chacun nous avons. Je prendrai un exemple. Une personne non-entendante ne peut pas faire tel type de métier ou une personne en fauteuil ne peut pas être chauffeur de poids lourd, par exemple, alors qu'aujourd'hui, on a bien des outils de compensation qui le permettent. En tout cas, le résultat est que vous avez une concentration des personnes en situation de handicap qui sont à la recherche de métiers dans des familles professionnelles beaucoup moins diversifiées que les personnes dites valides. Concernant effectivement la reproduction des inégalités sociales pour les personnes en situation de handicap, elles sont, je ne sais pas si on peut le prendre aussi simplement, il y a de toute façon des inégalités à l'accès à une évolution professionnelle, mais qui sont souvent liées à l'absence de qualifications acquises, soit dans leur parcours, soit effectivement lors de leur scolarisation. Et c'est d'autant plus vrai sur les générations qui ont été scolarisées avant la loi de 2005. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur le positionnement de la GFIP. Alors maintenant, je suis tout à fait à même de répondre à vos questions. Merci Philippe pour cet exposé. Et pareil, vous avez tenu sur les 20 minutes, donc c'est très bien. Il nous reste donc 5 à 10 minutes. Marie-Laure, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Oui, Noël vient d'en copier une dans le chat. Je ne sais pas si les animateurs ont vision sur le chat ou s'il n'y a que toi, mais je peux la relire. C'est pour toi, Philippe, et Frétikine, pardon, comme vous êtes deux Philippe. C'est Emmanuel qui nous pose la question. Dans le cadre d'une personne en situation de handicap qui intégrerait le dispositif emploi accompagné et qui aurait besoin d'une formation, ce n'est donc pas la GFIP qui prend en charge le financement? Point d'interrogation. Eh ben, c'est une bonne question. Je dirais que ça dépendra du besoin de formation. C'est-à-dire que soit cette formation est présente dans le droit commun, dans les principaux marchés de l'offre de formation, et auquel cas, il
il n'y aura pas de prise en charge, effectivement, de la GFIP, ne sera pris en charge que des besoins de compensation si nécessaire ou d'adaptation pédagogique sur l'action de droit commun. Après, effectivement, si c'est un bloc de compétences qui n'est pas identifié dans les marchés de droit commun particuliers, on verra dans ces cas-là avec Pôle emploi si effectivement il y a matière à financer cette formation et le cas échéant, toujours sur la même logique de complémentarité sur le spectre de la compensation et de l'adaptation de l'action de formation, la GFIP prendra les surcoûts. Merci Philippe. Du coup, ça rebondit sur une deuxième question, plutôt réflexion, je ne sais pas. La notion de compensation raisonnable, on a mis des guillemets, limite aussi les diversifications et les choix. Oui, alors ce qui est un peu compliqué, c'est que vous questionnez la notion de compensation raisonnable, mais elle est citée effectivement dans un certain nombre de textes et de décrets. Cela étant, elle ne définit pas ce que cela veut dire que raisonnable. Qu'est-ce que je peux dire? Si j'étais provocateur, en tout cas, nous n'avons pas à la GFIP de seuil de montant financier lié à un aménagement de situation de travail, par exemple. Nous sommes bien là, au cas par cas, en mutualisant toutes les sources possibles de financement. Sur une action de formation, on a été aussi capable de monter des actions de formation avec adaptation et compensation pour des pilotes d'avion tétraplégiques. Enfin voilà, des choses qui, de fait, ont un coût très élevé. Donc, sans doute, en tout cas, que dans la représentation des acteurs autres que ceux de la compensation, j'oserais dire, il y a sans doute une forme de censure ou de limitation dans les représentations de ce qu'il est possible de faire ou ne pas faire. Mais moi, je ne vois pas là de limitation. Merci Philippe. Il y a aussi, alors là peut-être que tu vas comprendre parce que moi je ne sais pas. AFPR et POE par Pôle emploi, c'est ça? Ouais. Tous les outils de formation. D'accord. Voilà, on est en complémentarité de tous les outils de tous les outils. D'accord, je ne sais pas Philippe Chartier du coup si on a encore le temps parce qu'il y a une grosse question là qui vient d'apparaître. Je vois que Philippe à GFIP tu regardes. Voilà. On a encore le temps, il nous reste 5 minutes avant la pause. Ok, je la lis. Comment la GFIP peut agir pour accélérer le mouvement auprès des organismes de formation, privés ou publics, afin de rendre les formations plus accessibles? Pouvons-nous viser un taux de 100% des formations adaptables dans un avenir proche? Même si les choses évoluent dans le bon sens, il reste encore de nombreuses formations qui ne sont pas handi-accueillantes et constituent donc un frein majeur à l'orientation ou à la réorientation pour des bénéficiaires de l'obligation emploi. Voilà, c'était Nazim Nemaï de Pôle emploi qui nous pose cette question. Je peux répondre assez vite. Je vais déjà le 100%, enfin c'est la loi, mais le 100% accessible, je sais pas non plus y répondre puisque ça dépend effectivement. Pour une personne, il y aura sans doute des choses qui ne seront pas possibles avec certaines natures de handicap, mais normalement ces personnes, si effectivement on estime qu'elle ne peut pas, avec intervention de tiers dont la GFIP, suivre une action de formation, elle ne devrait pas être orientée en milieu ordinaire de travail. Je parle pour les actifs. Donc, à la fois, je dis oui, 100%, normalement, ça devrait être possible. En même temps, si les orientations, là, pour le coup, qui distinguent milieu protégé, milieu ordinaire de travail et ou emploi accompagné sont respectées et bien faites, normalement, 100% devrait être accessible. Pour accélérer le mouvement, c'est tout le travail qui est fait sur les territoires par la GFIP et par les acteurs de l'écosystème du handicap concernant la ressource handicap formation et toutes les actions de professionnalisation que l'on peut faire.
et avec les aides, y compris qui sont incitatives et qui permettent effectivement d'oser adapter d'un point de vue pédagogique, même si c'est un peu lourd, un parcours pour une personne. Donc, on est censé pouvoir accélérer les choses. Maintenant, aujourd'hui, tous les organismes de formation ne mobilisent pas la ressource handicap formation et les outils dont ils disposent. Et effectivement, oui, il constate qu'il y a encore beaucoup de formations qui ne sont pas très handi-accueillantes. Là, on est d'accord. Je propose qu'on s'arrête là, Marie-Laure, et qu'on passe à la pause. T'as pas ton micro. Voilà, je mets mon micro. Oui, oui. Merci, merci beaucoup, Philippe, Plaisir. pour cette intervention fort intéressante des actions de la GFIP.